C'est un grand plaisir et un grand honneur en tant que président de l'Université Paul Cézanne que d'accueillir aujourd'hui cette conférence Santé Biodiversité, placée, je le rappelle, sous le haut patronage de son Altesse Sérénissime le Prince Albert II de Monaco, à qui notre université, ça a été suffisamment célèbre pour que je le rappelle, a su récemment décerner et remettre les insignes de docteur honoris causa, et également donc sous le haut patronage ou organisé plutôt avec le soutien du ministère, de notre ministère de l'écologie et du développement durable. C'est un plaisir d'autant plus important qu'en accueillant cette manifestation initiée par deux associations, la Ligue ROC que j'ai citée tout à l'heure et l'association Santé Environnement France, eh bien l'université démontre une nouvelle fois, je l'espère, sa volonté d'ouverture sur la société, sur son territoire, sur la société civile et évidemment sa contribution au plein exercice finalement de ses missions de formation et d'enseignement et au-delà sa contribution à travers tous les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui vont participer de cette journée, que je salue particulièrement, et qui de manière générale participent de plus en plus aux débats sociétaux essentiels de notre monde et de notre société. Je crois qu'il y a deux idées forces qui forment le socle de la théorie de l'évolution qui nous explique l'extrême diversité biologique de notre planète. La première, je dirais des banalités, je m'en excuse à tous les scientifiques, la première est que toutes les espèces, celles vivantes aujourd'hui comme celles disparues et retrouvées fossilisées dans les roches, ont une origine commune. La blatte, la fougère, le diplodocus, le bonobo ou l'homme étaient potentiellement en germe, si j'ose dire, dans les premières bactéries apparues il y a 3,5 milliards d'années. C'est l'image d'un arbre de vie dont le toit de la frondaison, représenté par les espèces actuellement en vie, 1 à 2%, coiffe une hécatombe d'espèces parentes disparues, représentant 98 à 99% de la biodiversité planétaire. La deuxième remarque que je voulais faire, c'est que ce sont de petites variations au niveau des individus sélectionnés qui aboutissent à la grande variété d'espèces aujourd'hui constatées. C'est avec cette théorie révolutionnaire, vous le savez, germée dans le cerveau anglais de Darwin, plus tard complétée par la connaissance génétique, que s'explique le monde animal actuel. Tout semble donc, on pourrait le dire ainsi, partie des bactéries. Elles ont su inventer la photosynthèse en consommant l'hydrogène de l'acide sulfurique de l'atmosphère primitive, et quand ce dernier vint à manquer, elles utilisèrent l'hydrogène de la molécule d'eau. L'oxygène, si j'ose dire, n'était alors qu'un déchet. Au fil des centaines de millions d'années, et avec l'appétit féroce des bactéries qui n'arrêtaient pas de se multiplier, l'oxygène devint si abondant qu'il envahit les océans, puis l'atmosphère, permettant aux bactéries de s'adapter à la vie et de se diversifier. Et dès que la vie se diversifie, les prédateurs des uns et des autres se développent. Vous m'excuserez l'expression, je ne pense pas qu'elle choquera, la biodiversité, c'est en partie une solidarité fatale. Aujourd'hui, les bactéries sont présentes partout. Ce sont les organismes vivants les plus abondants et les plus adaptables aux variations de milieu. Elles sont partout, disais-je, si bien qu'un individu en pleine santé porte 100 fois plus de bactéries que de cellules humaines. Cependant, si l'homme ne peut vivre sans bactéries, il ne peut vivre sans la foisonnante biodiversité qui l'entoure. Et donc cette solidarité n'est pas simplement fatale, et ça va être bien sûr sans doute l'objet de vos rencontres, c'est une solidarité vitale. Alors, où trouver les réponses aux infections bactérielles ou virales ? Eh bien, dans la vie elle-même. De nombreux antibiotiques sont en fait des produits naturels de bactéries ou de champignons qui eux-mêmes résisteront aux molécules qu'ils produisent pour lutter contre les bactéries rivales. Tout au long de son développement, l'humanité a su utiliser la diversité biologique à son avantage, faisant appel à des molécules issues de végétaux
ou du métabolisme animal pour se soigner, comme ce fut le cas par exemple pour vaincre le paludisme ou le tétanos. Mais aussi, l'homme a su le faire pour mieux se nourrir, pour mieux vivre. Ainsi, nos alliés intestinaux, les bactéries, règlent une partie de notre digestion, sont des sources de vitamines, interviennent dans la fabrication des fromages, des salamis, des cornichons. D'autres permettent de recycler l'eau ou de digérer des polluants. Tout cela à la fois. Si de nos jours l'émoi suscité par le risque alimentaire est fort, en même temps, on peut s'interroger sur la tendance exagérée à l'hygiénisme, qui reste aussi un danger par diminution, vous le savez, de l'immunité. C'est peut-être l'un des aspects cachés de l'étalement urbain qui nous coupe de plus en plus de la biodiversité et qui rendra donc les individus plus sensibles aux germes. On le sait, l'allongement et la complexification des chaînes d'approvisionnement font que les citoyens ne savent plus d'où viennent les produits qu'ils achètent et comment ils ont été fabriqués. Au vu de ces considérations générales un peu longues, je m'en excuse, je crois qu'il est temps que les spécialistes, les scientifiques que vous êtes, puissent expliquer, ou les décideurs que vous êtes, puissent expliquer non seulement l'intérêt de la biodiversité pour notre équilibre et notre santé, mais que vous puissiez la diffuser auprès d'un large public. L'homme est au cœur du tissu vivant, il s'en nourrit, et comme toute espèce, il s'impose sur lui. Ainsi, jusqu'où peut aller l'homme sans mettre en péril sa propre existence? Vous savez bien que c'est l'un des grands thèmes de nos sociétés aujourd'hui. Alors, le rôle de l'université dans ce domaine, pour terminer, c'est d'accueillir des scientifiques venus de disciplines différentes, des écologues, des médecins, des microbiologistes, des pharmaciens, des scientifiques spécialisés des questions environnementales, des économistes, pour que ce mot qui est si galvaudé à l'université, la pluridisciplinarité ou la transversalité, permettent justement à la fois le débat, l'information sur, la connaissance scientifique d'aujourd'hui et sa vulgarisation, sa diffusion dans la société. Je pense qu'on n'a jamais eu autant besoin pour tout citoyen de formation scientifique. Et évidemment, l'université retrouve par là sa vocation première. Je vous rappelle que c'est le seul lieu qui élabore les connaissances qu'elle transmet ensuite à ses étudiants.